Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce lundi 18 janvier, lors d'une conférence de presse organisée ce dimanche à Téhéran, le président iranien Hassan Rouhani a décrit la mise en œuvre de l'accord nucléaire conclu avec les États-Unis comme une grande victoire pour la diplomatie iranienne et comme une avancée décisive pour le développement économique du pays. Il a néanmoins ajouté que l'Iran répliquerait si les États-Unis ne respectaient pas les termes de l'accord. Nous n'allons pas faire confiance à un pays tel que les États-Unis par intérêt pour cet accord nucléaire. Toute action appelle une réaction. S'ils manquent à leurs obligations, nous suivrons les procédures mises en place par l'accord pour réagir à cela. Si les Américains agissent dans d'autres domaines que le nucléaire, ils recevront la réponse qu'ils méritent. Hassan Rouhani a prononcé son discours peu après que l'Union européenne et les États-Unis aient levé les sanctions économiques, financières et énergétiques contre l'Iran. Ces sanctions ont longtemps porté préjudice à l'Iran en confisquant des actifs du pays à hauteur de plusieurs milliards de dollars situés à l'étranger et en empêchant l'investissement dans le secteur pétrolier dont dépend le pays. Cet accord historique a été conclu en juillet dernier après de longues négociations. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran avait ouvert un nouveau chapitre dans ses relations avec le monde. Mais qu'est-ce qui attend l'économie iranienne? Des éléments de réponse tout de suite. L'Iran s'attend à une vague d'activité économique alors que le pays émerge de plusieurs années de sanctions et d'isolation. Ce pays riche en pétrole augmentera ses exportations quotidiennes, les faisant passer à 1,1 million de barils de brut au lieu des 500 000 précédemment, et exportera un demi-million de barils supplémentaires ensuite. Près de 100 milliards de dollars d'avoirs vont être débloqués. L'Iran pourra également se reconnecter au système bancaire mondial. Avec tous ses revenus attendus, l'Iran sera libéré de la pression fiscale causée par des années de sanctions. De nombreuses entreprises multinationales européennes ont également relancé leur coopération avec l'Iran. Le géant français de l'hôtellerie, le groupe Accor, a ainsi annoncé qu'il construirait 2 nouveaux hôtels près de l'aéroport de Téhéran, tandis que le géant de l'automobile, Peugeot-Citroën, cherche à relancer ses opérations avec les constructeurs automobiles iraniens. Cela va attirer de nombreuses grandes compagnies occidentales appartenant aux 100 ou aux 500 plus grandes entreprises mondiales. Elles vont revenir en Iran pour y investir car avec la levée des sanctions, toutes ces entreprises internationales, ces compagnies, ont les yeux rivés sur ce grand marché. Car l'Iran est le pays le plus peuplé du Moyen-Orient et le potentiel est donc très grand. Bien qu'une forte reprise de l'économie iranienne soit attendue, les derniers progrès ne signifient pas que l'Iran soit libre de toute sanction, car les inspections de l'ONU vont continuer et les États-Unis n'ont fait que suspendre et non pas annuler certaines de leurs sanctions. L'ONU a également déclaré que les sanctions liées aux ventes de matériel de défense et de technologies nucléaires seraient levées seulement lorsque l'Iran aura achevé ses démarches liées au nucléaire. Dans le même temps, le président américain Barack Obama a déclaré que cet accord n'était pas bâti sur la confiance, mais sur des vérifications. Il a ajouté que les inspecteurs de l'AIEA disposeraient d'un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux installations nucléaires clés de l'Iran. Les États-Unis ont laissé en place de nombreuses sanctions commerciales. Cela signifie qu'il sera encore presque impossible aux entreprises américaines de s'installer en Iran ou de former des partenariats avec des entreprises iraniennes. Suite à l'agression à l'arme blanche d'un professeur juif portant une kippa à Marseille, dans le sud de la France, les membres de la communauté juive de France sont divisés sur le sujet du port de symbole de leur foi. Depuis l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo organisée en parallèle de celle d'un supermarché kasher en janvier dernier, le nombre d'actes antisémites en France a augmenté. Le débat actuel cherche à déterminer si le port de symbole de leur foi pour les membres de la communauté juive pourrait les mettre en danger. Le professeur Benjamin Abselem est toujours sous le choc. Je me sens très fatigué, c'est une situation très difficile. Comme vous pensez, hein, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Il a pris la décision d'abandonner la kippa qu'il portait au moment de son agression à l'arme blanche par un jeune homme kurde de 15 ans. L'adolescent qui a attaqué Abselem devant l'école où il enseigne a déclaré qu'il avait agi au nom du groupe État islamique, également connu sous le nom de Daesh. Cet incident est le dernier d'une série d'actes antisémites perpétrés récemment à Marseille.
Le représentant de la communauté juive de la ville a appelé les juifs de Marseille à ne plus porter leur kippa jusqu'à la venue de jours meilleurs. Cette annonce a déclenché la polémique entre différentes personnalités éminentes de la communauté juive de France. Depuis Paris, le grand rabbin de France a exhorté les membres de la communauté à ne pas suivre ce conseil. Quelle est la limite? Une barbe. Est-ce qu'une barbe, on reconnaît une barbe de rabbin, une barbe à la mode? Est-ce qu'on saura après les habits, comment on s'habille? Ensuite, quelqu'un qui marche pour aller à la synagogue le samedi matin, est-ce que c'est pas trop visiblement juif? Il n'y a plus de fin. Le président français François Hollande a témoigné son soutien à la communauté en déclarant « Il est intolérable que dans notre pays, les citoyens puissent se sentir menacés ou agressés du fait de leurs croyances religieuses au point qu'ils ressentent le besoin de les cacher ». Le peuple français s'est également montré solidaire de la communauté juive. Dans une campagne lancée en ligne, des citoyens de confession juive ou non ont posté des photos d'eux portant une kippa accompagnée du hashtag « Je porte la kippa ». Cette démonstration de soutien traduit bien l'angoisse du pays depuis les attaques du 13 novembre qui ont fait 130 morts à Paris. Toutes les communautés ethniques et religieuses de France craignent en effet de nouvelles exactions djihadistes. En Allemagne, des manifestations pro-réfugiés ont eu lieu samedi dernier. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Stuttgart pour manifester contre le racisme. La police estime à plus de 7000 le nombre des participants à la manifestation. Les manifestants portaient des slogans contre le terrorisme et pour l'accueil des réfugiés. Pendant ce temps, à Cologne, des manifestants syriens se sont rassemblés devant la cathédrale où ont eu lieu les agressions du Nouvel An. Les participants ont présenté leurs excuses et ont condamné les actes du réveillon. Des centaines de plaintes ont été déposées dans cette ville il y a 2 semaines, la moitié portant sur des agressions de nature sexuelle. Jusqu'à maintenant, 19 suspects ont été identifiés, tous des étrangers. Les Allemands sont très gentils. Nous sommes heureux de pouvoir rester dans ce pays. Et nous sommes désolés pour ce qui s'est passé à Cologne. Je pense que c'est bien qu'ils manifestent leur opposition. Peut-être que ça va empêcher les Allemands de faire des généralisations hâtives. Les empêcher de penser que tous les Syriens agressent les femmes. C'est une bonne chose. Ils veulent prendre position contre les généralisations et dire qu'ils sont jugés comme une population sexiste. Ils veulent montrer leur solidarité envers les femmes qui ont été attaquées. Les habitants du Burkina Faso ont demandé un renforcement de la sécurité après que des militants d'Al-Qaïda ont pris d'assaut un hôtel de la capitale et fait au moins 28 victimes. La sécurité, il faut qu'on renforce la sécurité de plus. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dans notre pays. Tout le monde peut rentrer dans notre pays comme ils veulent. Le nord, le sud, à l'est, à l'ouest. Il faut qu'on renforce la sécurité. C'est des étrangers qui nous font manger au Burkina. On n'est pas aucun truc pour se défendre. Si les étrangers fuient nous laisser, on fait comment? Donc il faut qu'il n'a qu'à prendre tous les moyens pour défendre Burkina Faso. Les jeunes Burkina Faso, on demande pardon aux autorités burkinabées pour qu'on n'a qu'à prendre tous les moyens, toutes les autres ressources pour défendre la vie burkinabé. D'accord. Voilà. Les forces de sécurité ont repris l'hôtel Splendide assiégé à Ouagadougou, un jour après que des combattants d'Al-Qaïda y ont pénétré vendredi. Des étrangers originaires de moins 18 pays ont été tués. Cette nation sans accès à la mer a été largement épargnée par la violence qu'ont connue les pays voisins. Un analyste déclare que l'éviction du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a pu être l'une des raisons de l'attaque car cela a mis un terme à une relation favorable entre le Burkina Faso et plusieurs groupes militants. L'attaque de vendredi fait suite à un raid similaire survenu en novembre dans un hôtel de luxe de la capitale malienne de Bamako, où 20 personnes ont péri, dont des étrangers. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Le président chinois Xi Jinping prévoit une tournée en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran à partir de mardi, à l'invitation des chefs d'État de ces 3 pays. L'Arabie Saoudite sera donc la première étape de cette tournée au Moyen-Orient. Le président Xi Jinping s'apprête à partir en visite d'État en Arabie Saoudite.
Une première pour un leader chinois depuis que le roi Salman est monté sur le trône l'an dernier. Ce sera aussi le premier voyage au Moyen-Orient du président chinois depuis sa prise de fonction. Les dirigeants des deux pays tiendront une série de réunions pour établir une feuille de route concernant l'avenir des relations bilatérales. Ils échangeront également leurs points de vue sur les sujets régionaux et internationaux. Les médias locaux attendent de la visite de Xi qu'elle apaise les tensions actuelles entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La Chine est prête à faire des efforts concrets pour aider à la paix et la stabilité régionale. Cette visite permettra de remplir cet objectif. Les deux parties vont aussi aborder le sujet de l'initiative Une ceinture, une route. La technologie et les sciences aérospatiales, l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable. Un certain nombre de contrats seront aussi signés. L'Arabie saoudite est située à la jonction entre la ceinture économique de la route de la soie et la route maritime de la soie. L'Arabie saoudite est aussi membre fondateur de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Je pense qu'avec la ceinture et la route, les deux pays pourront partager des relations plus fortes, plus profondes et plus durables, ce qui favorisera la résolution des problèmes internationaux et régionaux. L'Arabie saoudite et la Chine ont établi des relations diplomatiques relativement tard dans les années 90, mais depuis celles-ci ont connu une rapide progression. CCTV s'est entretenu avec le président de l'association pour l'amitié sino-saoudienne. Je suis fasciné par la Chine en raison de son grand peuple. Ils sont amis avec le monde entier. J'aime la Chine car c'est un modèle de succès. Ils ont accompli tant de choses au milieu de circonstances difficiles. J'espère que l'Arabie saoudite et la Chine parviendront à pousser cette amitié plus en avant. Nous sommes optimistes tant que nous demeurons sur cette voie de respect mutuel. L'Arabie saoudite est un pays riche en ressources énergétiques, bien que faible sur le plan des infrastructures, domaine dans lequel la Chine est un bâtisseur expérimenté, mais qui désire davantage d'énergie pour maintenir sa croissance. L'Arabie saoudite a pendant des années constitué l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine et le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest, tandis que la Chine constitue le deuxième partenaire commercial de l'Arabie saoudite. Les responsables gouvernementaux des deux parties déclarent que les deux pays partagent une immense complémentarité économique et qu'il y a là un immense potentiel de coopération. L'un des exemples de coopération entre la Chine et l'Arabie saoudite est leur investissement commun dans la construction d'une usine de traitement du pétrole sur la côte nord-ouest saoudienne. Le projet à Yanbu est le plus important investissement de la Chine dans la région du Golfe. En 2012, le géant national saoudien Oil Company a signé un accord avec le groupe chinois Sinopec pour développer 40 000 barils par jour de raffinerie de pétrole à Yanbu, sur la côte de la mer Rouge saoudienne. Il s'agit d'un effort pour stimuler les liens énergétiques des deux pays. Plus de 60 experts chinois ont été impliqués dans la construction de la raffinerie. La contribution de la Chine avec ses talents, ses installations et ses technologies garantissent cette coopération. La raffinerie de Yanbu est devenue la référence de ce genre de projet en adoptant de nombreuses technologies avancées pour s'assurer de la sécurité de la production et de la qualité du pétrole. Cela montre réellement notre engagement auprès des actionnaires, auprès de la communauté, de l'environnement et de nos clients, en offrant des produits de première qualité et en préservant notre environnement. Les deux entreprises ont pour projet d'augmenter la production et d'approfondir la coopération. Nous pouvons mutuellement apprendre l'expérience de gestion des uns des autres et consolider l'entente culturelle. Grâce à l'initiative d'une ceinture, une route, nous pouvons réaliser une meilleure performance. La demande énergétique augmente rapidement en Chine. La Chine a surpassé les États-Unis en tant que plus grand importateur de pétrole de l'Arabie saoudite en 2009.
L'agence de presse chinoise Xinhua News fait savoir que le propriétaire de la librairie de Hong Kong, qui est déporté disparu depuis octobre, est en effet un fugitif originaire de la partie continentale de Chine. L'agence de presse ajoute que Gui Minhai s'est rendu de son propre chef à la police de la partie continentale de Chine l'an dernier. Il s'était enfui après avoir été condamné pour avoir causé un accident mortel. Voici le véhicule impliqué dans l'accident de la route meurtrier qui s'est produit dans la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, en décembre 2003. Une étudiante avait perdu la vie après avoir été renversée par l'homme d'affaires Gui Minhai. Peu avant cet épisode tragique, l'homme participait à un dîner. Le test d'alcoolémie indique que Gui Minhai avait 1,14 mg d'alcool par millilitre de sang. On sait que 0,2 de milligramme d'alcool signifie une conduite sous l'emprise de cette substance. 0,8 mg indique une conduite en état d'ivresse. Le résultat de l'examen veut donc dire qu'il était ivre lorsqu'il conduisait à ce moment. En août 2004, après des mois d'enquête et de procès, le tribunal populaire intermédiaire de Ningbo a condamné Gui Minhai à 2 ans de prison et 2 ans avec sursis. Mais 3 mois plus tard, le condamné s'enfuyait à l'étranger. Son nom figure d'ailleurs sur la liste des fugitifs recherchés par la sécurité publique chinoise. Il n'a pas été appréhendé avant de se rendre en octobre dernier. Il déclare regretter sa décision, un choix qui l'a plongé dans la dépression et a fait endurer des années de douleur à sa famille. Je suis un fugitif. Je n'ai pas pu retourner dans mon pays pour voir mes parents. Ils avaient déjà 80 ans. Je n'ai même pas pu assister aux funérailles de mon père, mort d'un cancer. Ma mère est maintenant gravement malade, cela me fait souffrir. Je veux en profiter tant qu'elle est en vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de me rendre. Je souhaite prendre mes responsabilités et accepter toute sanction. Gui Minhai, qui est un ressortissant étranger, a également appelé à respecter son choix. Retourner dans mon pays et me rendre sont des actes volontaires, sans lien avec qui que ce soit. Je ne souhaite pas que des individus ou des organisations, dont la partie suédoise, soient impliqués ou interviennent à ce sujet. Bien que je sois porteur d'un passeport suédois, je me sens toujours chinois et mes racines sont en Chine. J'espère que mon choix puisse être respecté par la partie suédoise. Je souhaite que mon droit à choisir et celui à la vie privée puissent être respectés et qu'on me laisse faire face à cette question. D'après la police, Gui Minhai fait l'objet d'une enquête puisqu'il est également accusé d'autres activités criminelles. La Chine pourrait connaître en 2016 une explosion des naissances, et ce grâce à la suppression de la politique de l'enfant unique appliquée depuis des décennies. L'année du singe approche à grands pas et est traditionnellement une période des plus propices pour avoir un enfant en Chine. Mais il semble que les hôpitaux du pays sont loin de pouvoir faire face à la demande et nombre d'entre eux manquent déjà de pédiatres. Reportage. C'est une période d'inquiétude pour les parents. Et beaucoup ont découvert avec effroi que l'un des plus grands hôpitaux de Guangzhou avait supprimé le service d'urgence de nuit de son département pédiatrie. L'un de nos pédiatres vient de partir. 2 sur nos 4 docteurs sont malades en raison de la fatigue et de la pression. Nous avons fait de notre mieux pour faire face à la demande, mais des ajustements ont dû être faits pour garantir la sécurité de nos patients et protéger nos docteurs. Et ces propos ont connu un certain écho dans les hôpitaux de Chine. Plusieurs départements de pédiatrie des services d'urgence de Shanghai ont fermé en raison d'un manque de praticiens, signifiant qu'un tiers des hôpitaux de la ville aujourd'hui ne disposent pas de département de pédiatrie. Di Hua, qui traite des patients issus de la petite enfance depuis 18 ans, déclare que les docteurs sont réticents à choisir cette voie en raison de la très lourde charge de travail. Je dois recevoir des centaines de patients par jour. Je suis si occupé que je n'ai même pas le temps de regarder les parents en face. Les patients ne cessent de défiler et je dois même sauter le déjeuner tout le temps. Et sans pause, je ne peux pas bien penser, ce qui est aussi dangereux pour les patients. Mais ce n'est pas que la charge de travail qui rebute les docteurs. Un salaire très faible n'incite pas beaucoup les diplômés à opter pour cette discipline. Les chiffres montrent que les pédiatres travaillent près de 70% de plus que les médecins des autres disciplines, mais ils sont payés 50% de moins. Un rapport du gouvernement paru en 2015 montrait que la Chine ne disposait que d'un pédiatre pour 2300 enfants. Et ce rapport pouvait être même pire encore dans certaines provinces comme le Henan. Il est dit qu'au moins 200 000 pédiatres supplémentaires sont nécessaires pour faire face à ce manque.
Suite à l'arrivée de l'hiver à Shanghai, les parents attendent souvent des heures avant de pouvoir consulter un médecin dans les principaux hôpitaux pédiatriques de la ville. Le problème n'est pas un manque d'installation car il existe de nombreux hôpitaux pédiatriques dans la ville, suffisants pour satisfaire la demande des habitants et des personnes extérieures. Le problème est que ce sont les plus grands hôpitaux qui possèdent les meilleurs médecins et les équipements les plus modernes. Afin de régler ce déséquilibre, Shanghai a établi un réseau de services pédiatriques qui inclut les hôpitaux de quartier et les centres de santé communautaires. Le centre de santé communautaire Kumei, dans le district de Minghan, offre des formations de rééducation aux enfants souffrant de maladies du cerveau depuis qu'il est membre du réseau de services pédiatriques de Futan. Avant, les parents de ce quartier devaient amener leurs enfants dans l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, qui est souvent surbondé. Chaque fois qu'on venait, on consultait un médecin différent. Mais pour une rééducation, je pense qu'il est préférable pour mon fils d'être suivi par un médecin régulier dont il est proche. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir un centre de santé communautaire. Mon fils fait d'énormes progrès et nous pourrons l'inscrire à la maternelle l'an prochain. L'une des inquiétudes des parents est de savoir s'il y a de bons médecins dans les centres de santé communautaires. C'est la raison pour laquelle nous avons passé une année à former des médecins ici. Maintenant, nous venons ici chaque semaine pour donner une mise à jour. L'hôpital Qinshan dans la banlieue sud-ouest de Shanghai fait également partie de ce réseau. L'hôpital offre des soins ambulatoires et des traitements urgents à près de 4000 personnes par jour. Son département pédiatrique soigne plus de 700 patients chaque jour et il s'agit de l'un des départements les plus fréquentés de l'hôpital. Afin d'augmenter le niveau de son équipe, les médecins vétérans de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan sont en charge de la gestion médicale et des principales disciplines. Tous les pédiatres de Qinshan ont reçu une formation à Futan. Ils possèdent également un système de communication en ligne pour discuter des cas avec les spécialistes. Selon le directeur de l'hôpital universitaire pour enfants de Futan, même si l'hôpital gère un nombre important de patients, le changement est remarquable. Nous avons remarqué, pour l'année et demie qui vient de s'écouler, une évidente baisse du nombre de patients dans notre département interne de médecine. Une baisse d'environ 60 000 patients. Dans le même temps, le nombre de patients cherchant des médecins spécialistes a augmenté de 11%. Cela permet aux patients d'être rapidement transférés selon leur situation. Les représentants des centres de santé disent que le réseau est un très bon exemple et ils s'attendent à ce que le nombre de patients continue d'augmenter à l'avenir, allégeant ainsi le fardeau qui pèse sur les hôpitaux du centre-ville. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Afrique Info.